Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission Un endroit où aller où j'ai l'immense plaisir ce soir de recevoir Karine Tuile. Bonsoir Karine, Bonsoir Nathalie. comment vas-tu? Bah bien, toujours quand je te revois. Quand tu me vois, ouais. Moi, je te reçois ce soir pour ce texte si puissant qui s'appelle La guerre par d'autres moyens qui est paru au mois de mars là chez Gallimard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler à ceux qui nous regardent qui peuvent te poser des questions par mon intermédiaire et je me ferai un plaisir d'être le relais et de te poser ces questions à la fin de la partie de l'émission. Karine, est-ce que tu veux bien faire comme tous les auteurs, me résumer ton roman en 1 minute? Ah, c'est difficile. Alors, c'est l'histoire de Dan Lehman, un ancien président de la République. Il a échoué à sa réélection 1 an plus tôt. Quand le livre s'ouvre, c'est un homme rongé par l'alcoolisme, abîmé bien sûr par sa défaite, menacé par des affaires judiciaires et dont le mariage avec une actrice beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelle Hilda Muller, n'est plus qu'une façade. Et cet homme était marié au départ à une femme qui est écrivaine, qui s'appelle Marianne Bassani, avec laquelle il a eu 3 enfants et qu'il a donc quitté pour cette actrice beaucoup plus jeune. Et quand le livre commence, on apprend que Hilda, sa nouvelle épouse, a joué dans l'adaptation du livre écrit par Marianne, la première femme. Donc on imagine comment tous ces personnages vont se croiser. Donc c'est à la fois une réflexion sur l'après-pouvoir, mais aussi sur le pouvoir dans la société, dans le couple. Voilà. Tu avais envie J'ai tenu. d'écrire sur le pouvoir ou c'est, je crois que c'est venu, tu n'étais pas partie pour au départ écrire sur ce livre-là, quoi, ce roman-là. Il y a eu une fulgurance. Comment ça s'est passé exactement? Oui, je n'étais pas du tout. En fait, je choisis rarement un sujet, ça peut arriver, hein, mais sinon, un livre, c'est plutôt une rencontre, une impulsion. Et là, je pensais justement écrire sur un sujet. Et c'est la preuve d'ailleurs qu'on ne peut jamais écrire le livre qu'on souhaitait écrire au départ, puisque je pensais clore une trilogie sur la justice que j'avais initiée avec les choses humaines et continuer avec la décision. Et puis, par les hasards de la vie, à la période au cours de laquelle j'écrivais ce début de roman, j'ai rencontré d'anciens présidents de la République et des personnalités du monde politique, des conseillers. Et j'ai écrit les premières pages du livre vraiment dans une sorte de surgissement. Et je n'arrivais plus du tout à écrire le livre qui était en cours, en fait. Mais tu l'as jeté ou tu l'as gardé, celui qui était en cours? Non, je l'ai gardé, c'était des bribes, c'était des fragments, enfin rien n'était vraiment amorcé, mais disons que j'étais encore dans la phase de tâtonnement. Mais ça dit beaucoup quand même sur l'énigme que représente le processus d'écriture. C'est vrai que on pense que que tout est corseté, que tout est réfléchi, que tout est normé, cadré. Or, tout acte créatif et artistique échappe parfois à la compréhension de l'auteur lui-même. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est que je t'avais dit que je t'attendais sur ton prochain roman sur les personnages. Et là, j'ai été servie parce que il y a tout un panel de personnages, dont le héros principal, j'ai envie de dire un anti-héros, parce que c'est un héros, mais c'est quand même un anti-héros. Qu'est-ce qui te plaît justement sur les gens qui sont à la marge, ils sont des anti-héros? Qu'est-ce Je qui crois te que plaît le plus? j'aime bien les gens qui ratent ou que l'on ne remarque pas. Oui, dans une soirée, moi, je vais plutôt remarquer la personne qui reste dans son coin toute seule à frôler les murs que la personne qui est au centre de toutes les attentions. Et donc, dans tous mes livres, les personnages apparaissent à chaque fois dans leur vulnérabilité ou dans des moments de leur vie où ils subissent des épreuves où certaines failles de leur personnalité sont exposées. Euh, voilà, c'est peut-être lié à mon parcours, à mon histoire. J'aime les gens à la marge. Ouais, et puis ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on a l'impression, en police scientifique, il y a ce qu'on appelle le luminol. C'est ce qui permet de voir des traces de sang qui ne se voient pas à l'œil nu. Toi, on a l'impression dans ta tête et dans ton écriture, bah, tu nous mets à nu toutes les failles de tous ces personnages. C'est quand même dingue.
C'est puissant même, à la limite, parce que, a priori, un président de la République, ça a un pouvoir, ça a un charisme, et toi, tu lui montres toutes les failles, mais comme si c'était mais clair comme de l'eau de roche. C'est quand même dingue. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer finalement ce à quoi on n'a pas accès. On a accès à l'exercice de l'État. Enfin, il y a eu beaucoup de films, il y a eu beaucoup de livres sur ce sujet. En général, les conseillers ou même les chefs d'État s'expriment sur cette période-là à travers leurs accomplissements, mais ils ne parlent jamais de leur solitude, de leur peur, de leurs angoisses, de leurs failles, de la confrontation avec l'échec, avec aussi parfois l'agressivité et même la haine qu'ils suscitent. Donc, c'est des sujets qui sont encore un peu tabous. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment en littérature, c'est de lever les tabous ou toutes les questions sociétales qu'on n'ose plus aborder. Euh, Peut-être que c'est accorder une grande importance à la littérature et au roman. Je crois que ça vient aussi du fait que la littérature, c'est l'espace du temps long. On peut déployer sa pensée, on peut affiner les détails, on peut préciser les personnalités justement des personnages. Et donc, il faut que ce temps long trouve son accomplissement et sa réalisation justement à travers un livre, à travers un roman. Alors là, il y a le pouvoir, mais surtout la chute du pouvoir. Comment tu décrirais la frontière entre le pouvoir et la perte de soi? Je crois que quand on est au pouvoir, oui, on s'efface totalement de toute façon devant l'ampleur de la charge. Et peut-être que l'échec, justement, la défaite, c'est une reconnexion à un soi qu'on avait complètement occulté, même si c'est contradictoire, parce que je dirais qu'au pouvoir, il y a un hubris, il y a un ego qui est exacerbé, et en même temps, il y a un effacement de son être au profit de quelque chose de plus grand que soi, qui est quand même de servir la nation. Enfin, je pense que même si la classe politique est souvent décevante, on doit quand même leur faire accorder au moins le crédit qu'il y a au départ un désir fort de servir la nation. Est-ce que les écrivains ont un pouvoir eux aussi avec leur écriture? Oui, c'est un pouvoir qui tend à décliner malheureusement dans la société parce que les écrivains ont une place mineure et je le regrette. Mais c'est un pouvoir, oui, c'est un pouvoir de dévoilement, c'est un pouvoir parfois de dénonciation. Sartre disait dévoiler, c'est changer. Il a raison. D'une certaine façon, en dévoilant ce qui ne va pas dans notre société, les failles de notre société, on tend à engendrer des débats et peut-être que de ces débats peuvent naître des transformations sociétales. Ensuite, ça peut être évidemment un pouvoir même de nuisance et je pense à certains livres, notamment d'autofiction, où vous avez un pouvoir extraordinaire dans la mesure où vous pouvez aussi atteindre et très directement des gens qui vous entourent, dont personnellement moi je n'ai jamais usé, mais qui peut exister évidemment. Alors, on va revenir au livre. Donc, Dan Lehman est un ancien président. Il a écrit un livre. Alors, le début est assez fulgurant. Et est-ce que toi, tu fais la même chose que lui? C'est-à-dire, tu vas voir quand ton livre est sorti, est-ce que tu vas aller voir dans les classements, voir si les ventes, les choses comme ça? Est-ce que c'est un peu se moquer du monde littéraire, des auteurs, ou c'était un clin d'œil comme ça en passant, ou parce que c'est vrai? Parce que tout le monde va, tous les... Alors moi, dans la mesure où je prône l'authenticité et la franchise dans mes romans, je ne vais pas donner une parole falsifiée ici. Évidemment, quand on est auteur, alors je pense qu'après, il y a une différence entre regarder de temps en temps son classement et regarder son classement de manière pathologique. Mais il me semble, oui, enfin, que quand on a un livre qui paraît, euh, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'appropriation, enfin, ça fait partie de vous. Donc évidemment, vous voulez connaître aussi son existence médiatique, son existence auprès de vos lecteurs, est-ce qu'ils aiment le livre, et évidemment son existence aussi auprès des libraires, est-ce que le livre se vend. Bien sûr que on s'en préoccupe, et en même temps, ça ne doit jamais devenir quelque chose qui envahit aussi votre approche de travail, sinon je dirais que c'est la mort de la création.
Alors, ce livre, c'est un kaléidoscope d'émotions et de réflexions. Il y a plein de sujets. Donc, il y a les femmes. Il y a trois beaux portraits de femmes à travers les âges. Est-ce que justement, l'âge, c'est la vulnérabilité des femmes? Oui, c'est vrai que le livre parle beaucoup de la question du vieillissement, parce que aussi j'ai choisi quand même des femmes qui sont très exposées, notamment l'actrice Hilda, la deuxième femme de Lehman, qui à la quarantaine subit la disqualification due à l'âge. Mais j'aborde aussi cette question à travers le portrait de Marianne, qui a 58 ans, qui est une écrivaine, qui en apparence a franchi des dictates contemporains ou des dictats liés à la jeunesse ou à la beauté, et qui pourtant l'a subi de plein fouet puisqu'elle a été quittée pour une femme plus jeune qu'elle à la cinquantaine. Donc le livre aborde assez frontalement les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes aujourd'hui, et notamment dans cette partie-là de leur vie. Ce qui m'intéressait, c'était de dévoiler pour moi un contraste assez fort dans la société d'aujourd'hui entre la nouvelle représentation des codes culturels avec une image de femme à la cinquantaine, combative, très forte. Le 50 ans, c'est le nouveau 40. Enfin, une sorte de glorification de l'âge qui est, enfin, à laquelle je souscris, enfin, j'en suis très heureuse de ces changements d'image. Mais il y avait un contraste trop grand, selon moi, avec le ressenti des femmes de cet âge que je rencontrais ou qui avaient choisi de me parler au cours de l'écriture du livre. Et donc, je voulais que ce ressenti de vulnérabilité et de fragilité, parce que c'est une transformation soudaine et brutale de certains rapports, devait aussi être raconté dans un roman. Alors après, je me suis dit, mais est-ce que Karine n'est pas devenue machiavélique? Parce que si on regarde bien, donc Dan Lehman est marié à une actrice qui va jouer dans le film qui est une adaptation du livre de son ex-femme. Est-ce que là, c'est pas un peu machiavélique? Non, c'est juste une façon de montrer l'opportunisme des milieux que je décris. Il y a quand même un entre-soi dans ces milieux, on le voit bien dans le roman. Et puis, il y a de l'opportunisme, l'opportunisme de la société contemporaine. Ce réalisateur a très bien compris qu'en engageant la deuxième femme de Lehman pour le rôle titre de l'adaptation du roman de la première, il allait créer une sorte d'effet et d'intérêt médiatique euh, important. Donc, c'est de l'opportunisme pur. Ou des jeux un jeu de pouvoir aussi, peut-être. Il a compris très vite voilà, qu'il y aurait un intérêt médiatique très grand autour de son film. C'est cela. D'autant que le projet lui avait été apporté par une actrice beaucoup moins connue, très investie sur le projet, et qu'il n'a eu aucun problème à éjecter du projet à la demande du producteur. Alors, dans l'autre personnage masculin, donc il y a ce réalisateur, Roman Isang, qui est un peu terrible, et tu abordes donc le milieu du cinéma, qui est, alors, j'ai envie de dire, il y a un parallèle entre le milieu littéraire et le milieu du cinéma, mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes enjeux. On sait très bien que dans le milieu du cinéma, il y a des enjeux d'argent qui sont au-dessus de ceux de la littérature, mais quand même, ce portrait de réalisateur, il est... comment tu l'as fabriqué, ce personnage? Comment tu as voulu le mettre? Parce qu'il y a un peu de MeToo, hein, quand même, dans ce livre aussi. Est-ce qu'il y avait des choses que tu ne voulais pas aborder en disant ils vont m'attaquer en frontal, ça va être comme... Parce que c'est quand même au scalpel, hein, ce personnage, il est quand même terrible. Lui aussi, il a des addictions. Comment tu l'as fabriqué, ce personnage? Assez naturellement, c'est-à-dire il est aussi le fruit, ce livre, c'est le fruit d'une observation de 20 années dans les sphères que je décris. C'est vrai que les cinéastes sont aussi, comme des chefs d'État, des gens qui ont un grand pouvoir, puisqu'ils dirigent des équipes, ils, ils gèrent un tournage, ils dirigent des acteurs. Parfois, leurs films coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros, donc c'est une responsabilité énorme, c'est une très grosse pression. Et je suis convaincue que ça finit par vous altérer, ça finit par vous transformer. Euh, Évidemment, comme pour un homme politique, il y a un moment où, pour supporter toute cette tension, euh, vous vous adaptez ou vous transformez, et il peut y avoir effectivement des parts de votre personnalité qui se révèlent, parce qu'il faut savoir gérer cette conflictualité, ces exigences. Et donc, voilà, j'ai choisi de faire le portrait d'un homme opportuniste qui a compris que pour
correspondre à l'ère du temps, il fallait se présenter comme un homme engagé dans les combats féministes et qui, dans la sphère privée, se comporte plutôt mal avec les femmes. Et, euh, et voilà, une certaine représentation d'un homme, après, qui n'est pas forcément inspiré d'une personne en particulier, hein. Mais voilà, quand on travaille ces personnages, il y a aussi des partis pris qui sont des partis pris d'auteur. Il y a quelque chose qui traverse le roman comme une ombre, c'est l'alcool, puisque Dan Lehman, l'ancien président, il a une addiction forte à l'alcool. Je voulais savoir pourquoi tu avais choisi cette addiction-là, parce qu'il y a aussi d'autres addictions qui apparaissent, parce que tous les personnages ont un peu des addictions. Il y a les anxiolytiques, il y a la drogue, tout ça, mais là, l'alcool est particulièrement présent, et notamment quand il boit et qu'il est un peu sous alcool, tu changes les caractères dans le livre. Tu l'avais déjà fait dans L'invention de nos vies en utilisant les slash, mais là, c'est l'écriture qui grossit. Pourquoi avoir choisi de l'alcool précisément? Pourquoi? Parce que d'abord, je voyais de plus en plus de gens autour de moi consommer, et puis de manière festive. C'est-à-dire que c'est autant la drogue, enfin, ça fait peur, enfin, les gens n'en parlent pas, autant l'alcool, bon, ce côté festif, en fait, masque parfois une vraie addiction, une vraie dépendance. Et il me semblait qu'on parlait toujours dans les excès voilà, de l'ébriété, de la perte de contrôle, mais on parle rarement de ce que ça représente pour la personne qui est dépendante de l'alcool, c'est-à-dire une très grande souffrance liée au manque, une anxiété, une irritabilité, la nécessité d'organiser toute sa journée autour de la recherche d'alcool. Et ça, les alcooliques n'en parlent pas parce que je pense qu'il y a une honte, il y a un désir de dissimulation aussi. Et j'avais envie de dévoiler aussi cette vulnérabilité-là, de montrer aussi ce que ça représente pour celui qui consomme, bien sûr pour l'entourage, évidemment, mais aussi pour celui qui consomme. Et donc chez Lehman, qui est l'homme du contrôle, qui est l'homme de la maîtrise, cette faille, elle a une dimension particulière parce que évidemment qu'il doit cacher sa consommation et en plus il ne doit pas apparaître en état d'ébriété. Il y a pourtant beaucoup de moments dans la journée ou dans la soirée où il a besoin de boire et ça pèse comme une menace constante sur sa vie. Et donc, je trouvais un attrait, quasi un ressort romanesque passionnant à décrypter. Donc, j'ai rencontré d'anciens alcooliques, j'ai lu beaucoup de livres sur l'alcoolisme, j'ai vu des films euh, et, euh, et enfin, j'ai été passionnée par ce sujet. Mais est-ce que là, l'addiction de Lehman, c'est un cri silencieux ou c'est une forme de protestation chez lui? Alors, on ne sait pas. Justement, je voulais éviter l'écueil de l'explication. Pourquoi il a sombré, qu'est-ce que ça représente, parce que j'avais l'impression d'être dans un jugement moral et pour moi, il n'y a pas réellement en fait d'explication. C'est qu'à un moment donné, il y a la rencontre entre une substance et quelque chose d'intériorisé, de profond. Bien sûr que ça peut être une douleur personnelle, mais il y a plein d'éléments qui rentrent en compte et je voulais pas donner des clés de compréhension au lecteur. Moi, je voudrais qu'on revienne sur un personnage qui est assez important, c'est Anna, qui est la fille donc de Lehman et de Hilda Müller, donc qui a un handicap. Elle est muette. Mais quand Lehman est avec elle, on a l'impression que tout tombe. Il a plus d'armure, il a plus de masque, il est complètement naturel. Est-ce que c'était important de dévoiler cette facette-là d'un homme de pouvoir par ce prisme-là, par l'enfant, justement? Oui, parce qu'il me semblait qu'un homme de pouvoir était toujours en représentation. C'est quelqu'un qui ne peut jamais montrer sa véritable personnalité, sa véritable nature. Il y a une méfiance évidente, y compris avec vos proches. Et lui, les seuls moments où il est lui-même, c'est quand il parle à son dictaphone. Ça, c'est un procédé que j'avais trouvé chez Nixon et que j'avais trouvé, que j'avais pensé qu'il pourrait être intéressant à utiliser. Donc, il se confie à son dictaphone. Et ensuite, les moments où il est avec cet enfant, parce que justement, à la fois, il se sent fragilisé par la paternité tardive, qu'il ne peut pas communiquer vraiment enfin, par l'oral avec elle. Donc, il y a ce langage des signes qui crée une communication très particulière, qui dévoile aussi une très grande affectivité avec cet enfant. Et puis, il y a un troisième personnage qui est son chien, qui est donc le chien qu'il a reçu en cadeau à l'Élysée, comme tous les anciens présidents. Et, euh, et ce chien, il a fini par s'y attacher énormément et il prend une grande place dans sa vie.
Et donc, si vous voulez, les personnages qui ne peuvent pas vraiment communiquer comme, voilà, par l'oral sont les personnages avec lesquels il a un lien le plus étroit. Et ça, je trouvais ça assez fort pour le définir. Quel lien tu as avec les animaux, toi, Karine? J'adore les animaux, je n'en ai pas, mais j'en ai eu par le passé. Et je vois bien, oui, l'importance que peut prendre un animal dans la vie d'un être. L'affection. Enfin, j'ai des amis qui ont des animaux et c'est comme un membre de leur famille. Et de plus en plus dans mes romans, je fais intervenir des animaux qui occupent une place centrale. Je sais que d'autres écrivains ou d'autres artistes le font. Je pense à Justine Triet au cinéma, je pense à Houellebecq dans ses livres. Je vais rappeler que tu as écrit un livre, justement, qui est sorti. C'est pour les enfants, mais pour les adultes, hein, parce que tout le monde comprend. C'était une commande avec. C'est le musée d'histoire naturelle, il est magnifique, c'est des dessins, et c'est toi qui as fait le texte par rapport à une panthère. Tu l'as vraiment rencontrée, cette Piketty pour panthère? les dessins, pardon. Oui, tu as raison. Oui, oui, je suis allée avec donc Lucille Piketty au Jardin des Plantes, à la ménagerie, et nous sommes allés voir les animaux et les panthères notamment. Moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup, où je passe beaucoup de temps. Et donc, quand on m'a proposé d'écrire un livre pour enfants en étant totalement libre, spontanément, j'ai choisi de raconter l'histoire de Macalou, cette panthère. L'observation, c'est ton truc, hein, parce qu'effectivement, tu allais observer la panthère, tu observes les gens. On va finir par se méfier quand on est avec toi, qu'on prend un café, on va se dire, ça y est, elle va nous vampiriser. Bah, évidemment, quand on est en présence d'un écrivain, bah, c'est comme un peintre. Vous n'êtes jamais à l'abri d'une représentation, quelle qu'elle soit. Euh, Après, c'est vrai que chez moi, la limite, ça vient peut-être aussi de ma formation de juriste, ma liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Donc, je n'irai jamais sur le territoire de l'abus. Donc, essentiellement, si vraiment je suis inspirée par quelque chose ou par quelqu'un, je ne chercherai pas à le mettre, à l'humilier ou à le mettre en difficulté. Si jamais j'utilise des éléments de la vie privée de quelqu'un, j'en discute avant avec cette personne. Moi, quand j'ai relu ton roman, parce que je l'ai relu, je me suis dit, même j'ai eu cette impression à la lecture, c'est ton roman le plus personnel. Quand je regarde ta biographie, je me dis que est-ce qu'il n'y aurait pas eu une bascule? Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une bascule avec ce livre-là, Douce France, qui est quand même assez politique. C'est quand même le premier livre où tu parles du social, des injustices sociales. Est-ce que je me trompe ou est-ce que ce livre, c'est un peu le livre de la bascule? Oui, c'est vrai, à partir de 12 France, j'ai commencé à explorer des questions beaucoup plus sociétales ou politiques et à travailler l'enquête, donc c'est-à-dire aller sur le terrain pour me documenter, pour nourrir mon roman. Donc c'est une exploration du réel que j'ai amorcé avec ce livre. Et je dirais que le deuxième point de bascule, euh, du point de vue créatif, ça continue. Enfin, pour moi, l'invention de nos vies, il y a un avant et un après, parce que c'est un livre qui a connu, voilà, qui a connu un certain accueil, qui était finaliste du prix Goncourt, donc ça m'a donné un élan. Je dirais, ça m'a donné un élan dans l'écriture, puisqu'il y avait un grand souffle romanesque dans ce livre, et je me suis laissée vraiment porter par cet élan-là. Et bien sûr, après, c'est les choses humaines qui a été un point important pour moi. Et depuis, c'est vrai que j'aborde essentiellement des questions de société. Donc j'écris des romans réalistes, mais ce sont des romans. Ce sont toujours des fictions. Alors, les choses humaines, prix Interallié et prix Goncourt des lycéens, et adaptation cinématographique. Donc, justement, toi, tu as vécu ce que peu d'auteurs peuvent vivre avec leur livre, c'est-à-dire qu'il a été adapté au cinéma. Donc, du coup, le milieu du... Alors, je sais que tu es très cinéphile, le milieu du cinéma. Est-ce que ça t'a aidé, justement, d'aller... j'imagine que tu allais sur le tournage des choses humaines. Est-ce que ça t'a aidé pour ce que tu as mis dans la guerre par d'autres moyens, sur tout l'aspect cinématographique? Alors, un peu, mais ce qui m'a aidé, c'est surtout j'ai écrit 13 romans et il y a au moins 12 romans je ne crois pas en avoir eu pour le premier, mais qui ont été l'objet d'intérêt. Je ne dirais pas que j'ai pas signé de contrat, mais il y avait toujours un intérêt éventuel pour une adaptation.
Donc ça fait quand même 20 ans voilà, que je rencontre des gens du milieu du cinéma, des producteurs, des réalisateurs, des acteurs. Donc je vois le temps, l'investissement que ça représente, les discussions. Donc je commence un peu à en connaître les codes. Et je n'ai eu qu'un seul livre adapté au cinéma à ce jour, même s'il y a des adaptations qui sont en cours. C'est très long, c'est très ardu. Et pour les choses humaines avec Yvan Attal, il s'avère que ça s'est très bien passé, puisque les choses se sont passées assez vite et de manière très naturelle, puisque dès qu'Yvan a lu le livre, il a eu envie d'adapter. Et ben, évidemment, très vite, j'ai su que ce serait Charlotte Gainsbourg qui jouerait le rôle de Claire Farrell, et moi, j'adore cette actrice. Et Yvan a écrit avec Yael Langman, pas du tout avec moi, à aucun moment. Et donc, je dirais que ça a été une très belle expérience et j'ai beaucoup aimé le film. Donc, je peux pas dire que le livre est nourri de cette expérience-là. Après, voilà, il est nourri de plein de choses, de plein d'éléments, à la fois des choses vécues, mais aussi des choses observées, des choses qu'on m'a racontées, des expériences d'autres écrivains. Voilà, tout n'est pas issu de ma propre expérience. Et aussi une question un peu entre les lignes d'obligation de réussite dans l'histoire. C'est Dans important le livre, l'obligation. Ouais, dans le livre. C'est important l'obligation de réussite à tes yeux ou... c'est la société qui l'a érigé plus qu'en obligation, en injonction, quoi. Donc, pour moi, non. Et justement, j'écris là-dessus. J'ai écrit sur la difficulté pour les êtres de vivre avec cette évaluation perpétuelle, cette injonction, la façon dont le capitalisme a envahi toutes les sphères de la vie, y compris la sphère intime et la sphère de la création aussi, puisque même nous, en tant qu'artistes, on est sans cesse évalué, on est noté, les gens nous mettent des étoiles, des cœurs, et c'est violent parce que nous, ça touche à tout notre être, à notre... je ne sais pas si on peut imaginer à quel point ces évaluations sont difficiles, mais c'est le cas et on est tous évalués. Le livreur est évalué, le médecin est évalué. Quand vous achetez un objet, vous le notez. Donc, le livre raconte aussi cela, c'est-à-dire des êtres qui, évidemment, en apparence, ont le pouvoir, mais qui sont en situation de grande fragilité parce qu'il faut aussi supporter ces jugements et ces évaluations constants, y compris sur le physique. Quand vous êtes actrice, c'est sur le physique. Quand vous êtes écrivain, c'est sur votre œuvre. Et c'est public. Et c'est difficile parce que c'est public. Alors, je vais lire une phrase qui est à la page 222. Le métier d'acteur a ceci de commun avec la fonction politique qu'il faut savoir composer avec le rejet. Est-ce que c'est... on pourrait l'appliquer à tous les métiers, le rejet. Et il y a une autre phrase aussi qui est très importante et qui rejoint ce que tu dis quand on est tout le temps noté. C'est: j'ai été frappé par la grande faux de la mort symbolique au XXIe siècle, le rire assassin des réseaux sociaux. Alors, on est en 2025, à l'heure où tous les gens s'en vont des réseaux sociaux. Karine Tuile fait son grand retour sur Instagram. Que s'est-il passé dans ta tête pour te dire, tiens, allez, je reviens, alors qu'il y a, à l'inverse, il y en a beaucoup. Alors, je parle pas de X, hein, là, je parle d'Instagram, c'est moins violent hein, sur Instagram, mais quand même, hein, il y a des commentaires qui peuvent être violents. Quelle idée de revenir alors que plutôt on a tendance à s'en aller des réseaux sociaux? Et en plus, j'aime beaucoup, je suis très heureuse d'être revenue. Parce que j'avais l'impression que d'abord qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux avaient vraiment changé entre le moment où je les ai quittés il y a 8 ans et aujourd'hui, ça s'est vraiment modifié. Il me semble pour le meilleur dans le domaine littéraire, puisque il y a de plus en plus de lecteurs, de gens qui s'intéressent à la littérature, qui lisent, qui font des commentaires. Il y a comme une communauté. Voilà. Aujourd'hui, il me semble que sur Instagram, il y a une communauté de gens de tous les âges, de tous les milieux sociaux, qui aiment les livres, qui aiment les auteurs, qui ont envie d'avoir ces échanges directs avec des auteurs. Et j'avoue que ça m'a manqué. Parce que moi, je mets quand même 2 3 ans à écrire Ça fait 3 ans depuis la décision. C'est quand même un temps long, un temps exclusivement solitaire, sauf les moments où, évidemment, je fais des enquêtes et je rencontre des gens. Et c'est important aussi d'avoir ces échanges avec ses lecteurs. C'est valorisant, c'est gratifiant. Donc, il y avait cette première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi que depuis quelques années, je suis assez traduite à l'étranger et j'ai aucun lien avec mes lecteurs à l'étranger.
Et Ah je me oui. suis dit que ce serait aussi un bon moyen d'être en lien avec mes lecteurs, et c'est le cas, parce que j'ai beaucoup de lecteurs qui m'écrivent des pays dans lesquels je suis traduite. Et là, là aussi, c'est une découverte vraiment formidable. Il y a eu aussi une petite parenthèse avec des poèmes. D'ailleurs, ton écriture, elle est entre la tension et la poésie, hein, de temps en temps dans La guerre par d'autres moyens. Là, ça, je vous engage vraiment à aller le lire parce que c'est Karine Tuile, comme vous l'avez jamais lu, ce sont des poèmes. Je crois que tu adores la poésie. C'était quoi? C'était nécessaire cette parenthèse entre deux romans? C'était quoi le but de ce recueil de poésie? Alors, c'est très mystérieux parce que j'avais l'idée de ce recueil il y a très longtemps. Et puis, après la décision, après les choses humaines et la décision qui ont été des livres très, enfin, voilà, qui ont eu une reconnaissance, un succès public, je crois que ça m'a fait peur aussi. Et j'ai eu besoin de revenir aux matériaux, aux mots, comme dans tout son dépouillement, c'est-à-dire sans aucun enjeu autre que littéraire, puisque évidemment, comme vous le savez, la poésie se vend mal, les gens en lisent peu. Donc je savais que ce serait lu par un nombre très restreint, et ce serait un acte de création pure, sans autre considération. Et j'avoue que j'ai adoré cela. Et puis l'idée aussi d'écrire un kaddish pour un amour, donc d'écrire une sorte de prière pour la fin d'un amour, ça me semblait assez beau, parce que c'est une épreuve existentielle, la fin d'un amour, dont on parle peu, enfin on en parle bien sûr du chagrin d'amour, mais euh, comment on se relève après un chagrin d'amour, euh, et le deuil même, enfin voilà. Et donc d'imaginer une prière pour le retour de l'être aimé, j'ai trouvé que c'était un acte poétique engagé. Et les poèmes, je les ai écrits dans une sorte d'impulsion. Là aussi, c'était un surgissement. D'accord. Il y a aussi dans ton roman une partie de la religion, donc qui traite de la religion juive. Il y a un engagement de ta part dans la guerre par d'autres moyens. Il y a des choses que je vous engage à, ne serait-ce pour ce que Karine dit là-dedans, que fait dire par son personnage, c'est aussi important. En ça, je dis qu'il est assez personnel. C'était aussi important de véhiculer un message fort sur la religion. Alors, je ne sais pas si c'est sur la religion. Il y a deux éléments. D'abord, dans tous mes livres, il y a toujours des personnages juifs. Il y en a toujours un. Bon, voilà, c'est lié à mon identité, c'est lié au fait que voilà, quand j'écris comme Philippe Roth, comme Albert Cohen, il y a un personnage juif. Et là, en plus, bon, bah, c'est un ancien président. Ça n'est jamais arrivé qu'un président juif de gauche en plus arrive au pouvoir. Donc, parce qu'ils ont souvent subi des attaques antisémites très grandes, les hommes politiques juifs. Donc, j'avais aussi envie, bien sûr, de parler de la résurgence de l'antisémitisme aujourd'hui, à travers le personnage de Dan Lehmann qui subit des attaques antisémites. Et évidemment, dans ce cas-là, le livre devient aussi le fruit et le produit de mes propres peurs, parce que c'est vrai qu'il y a une vulnérabilité aujourd'hui autour de ces questions-là. Et je te remercie d'aborder ce sujet parce que moi, je pense que l'antisémitisme, le racisme, ce sont des problèmes qui nous concernent tous. L'antisémitisme ne concerne pas que les juifs. Et donc, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de la communauté nationale. Et il me semble que voilà, c'est important dans ces moments-là, quand l'un d'entre nous, Français, est attaqué dans son identité, dans sa religion, dans sa façon d'être, on fasse corps avec lui, on le soutienne et on le porte dans son combat pour la dignité. Voilà, donc c'était juste une façon aussi de rappeler, et puis de rappeler, oui, la déception aussi d'une partie des Juifs de France face à l'attitude parfois inquiétante d'une partie de l'extrême gauche aujourd'hui en France, notamment sur la non-reconnaissance de l'existence d'un antisémitisme affirmé.
Alors, sans transition, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai gardé la partie sexe, relation, couple, avant de passer aux questions du public. Il est question de guerre intime aussi dans ce livre, puisque Dan Lema, donc, il est remarié, mais il garde une relation privilégiée avec Marianne, son ex-femme. On a l'impression qu'il y a un Roland. On se demande, est-ce que finalement, avec tout ce qui lui arrive, il n'a pas un miroir en se disant, mais est-ce que je ne me suis pas trompée de me séparer de Marianne? Il y a plein de choses. Et notamment, ce qui m'a intéressé, c'est que on se dit, mais finalement, qui a le pouvoir? C'est peut-être pas celui qu'on croit qui a le pouvoir. Hmm. C'est très juste. Dans le livre, il y a une redistribution des pouvoirs à plusieurs moments du texte. Et on voit très souvent que celui qui, en apparence, a le pouvoir parce qu'il a pris certaines décisions n'est pas le dominant. Et c'est vrai que peut-être que l'amour et la sexualité sont des espaces où le dominant n'est jamais forcément euh, le plus fort socialement. Et le dominant et le dominé, c'est des rapports qui s'inversent tout le temps dans l'amour. Vous pouvez être à un moment de la relation celui qui aime le plus et à un autre moment celui qui aime le moins. Et c'est aussi ce qui est très intéressant parce que on ne peut pas choisir de désirer ou d'aimer quelqu'un. C'est peut-être le seul espace, l'amour et le désir sexuel, qui échappe complètement au contrôle. C'est impossible de décider d'aimer quelqu'un. Et est-ce que finalement, il n'y a pas une, est-ce qu'on vit, est-ce qu'il vit pas à travers l'autre? Finalement, il se dit, est-ce que Marianne, elle a pas des pouvoirs que moi je n'ai pas et pourquoi quoi, il y a un truc assez subtil, j'ai trouvé. Je me suis dit, mais elle est très forte, la Karine, parce que finalement, est-ce que le pouvoir tue les liens dans le couple ou justement elle les structure malgré nous? Bah, il tue les liens dans la mesure où, bah, c'est ce qu'elle dit, à un moment, elle dit la politique et le couple, c'est une équation impossible. Parce qu'évidemment, elle a vécu dans son ombre, Marianne, pendant longtemps. Elle lui a permis d'accéder au pouvoir. Et une fois qu'il a accédé au pouvoir, il l'a quitté. Donc on peut considérer que oui, le pouvoir a corrompu leur histoire et leur amour. Mais après, ce qui est intéressant dans cette exploration de l'après-pouvoir, c'est qu'une fois qu'il est seul, il se rend compte que ben, celle avec laquelle il avait une complicité intellectuelle, une connivence très forte, c'était Marianne. Pas seulement parce qu'elle est la mère de ses trois enfants, mais de ses trois premiers enfants, mais aussi parce que avec elle, il y avait oui, cette complicité, ces échanges très vifs. Il pouvait vraiment être lui-même avec elle, discuter de ce que ça représentait la politique, alors qu'avec Hilda, ils sont dans des liens beaucoup plus distendus. C'était vraiment une attraction sexuelle comme souvent, a fini par s'éteindre après quelques années. Encore l'histoire de l'âge, l'écart d'âge en fait, quelque part. Euh, Il y a l'histoire de l'âge et puis il y a aussi l'histoire malheureusement de la lassitude dans un couple au bout d'un certain nombre d'années. Voilà, il y a une perte de désir et c'est ce qui se passe pour Lehman, c'est-à-dire que bon, bah, il a eu le sentiment euh, d'avoir une femme enfant et une femme trophée qu'il avait une femme qui était son égale en tout. C'est ça aussi. Marianne, c'est quand même une femme qui est forte de son rapport à la littérature, de son rapport euh, à la réflexion. C'est une femme qui pense sa vie, qui pense la vie, la société dans laquelle elle évolue, qui questionne sans arrêt sa fille ou ses proches pour essayer de comprendre la société. Ce que Lehman ne fait plus vraiment en réalité. Je dirais qu'il est détaché des considérations Mais sociétales. est-ce qu'il a pas peur qu'on l'oublie? Parce que l'oubli, c'est terrible quelque part. Ah, mais totalement. D'ailleurs, quand le livre commence, il publie un livre, une biographie intime de Karl Marx, en réalité uniquement dans l'espoir de revenir sur le devant de la scène médiatique. Et il enchaîne les télés, les radios, il pose dans la presse, et on voit bien là aussi cet opportunisme de surface. Est-ce que le sexe, c'est la perte totale du contrôle? Moi, j'aime bien l'envisager dans cette dimension-là. Après, tous les écrivains ne le font pas. Pour moi, c'est souvent l'instrument du saccage ou de la déstabilisation des êtres. J'aime bien décrire des êtres qui ont une vie placide, tranquille, et tout d'un coup, il y a l'irruption du désir sexuel qui vient un peu
corrompre et faire vaciller les certitudes, enfin, quelque chose d'un peu figé chez les êtres. Donc le pouvoir finir toujours par dévorer ceux qui le détiennent, selon toi. C'est vrai que c'est corrosif, le pouvoir. Il y a quelque chose de dangereux si on le manipule mal. On peut s'autodétruire et aussi on peut évidemment abîmer les autres. Est-ce que des politiques l'ont lu et t'ont fait des retours? Oui, j'ai des politiques qui m'ont fait des retours, pas des chefs d'État, Ah, dommage. mais Ça aurait été oui, intéressant. d'anciens ministres ou des gens, des conseillers politiques, des directeurs de cabinet, des parlementaires, oui. Ils ont trouvé ça juste. Alors, ils ont pas la fonction de chef d'État, mais est-ce qu'ils ont trouvé ça juste dans la chute justement de Dan Lehman? Est-ce qu'ils ont retrouvé des bribes de ce qu'ils ont pu observer eux aussi à l'intérieur du système? Oui, ils ont trouvé ça juste et je crois aussi que euh, ils étaient reconnaissants que justement je n'ai pas cherché à caricaturer la classe politique. Mm. On est dans un temps où on a tendance à décrédibiliser et euh, les hommes politiques en les englobant tous dans une même catégorie. Je pense que c'est une erreur. Certains se sont décrédibilisés, certains ont montré une facette assez déplorable d'eux-mêmes, certains se sont corrompus, mais il y en a aussi beaucoup qui ont un engagement authentique, militant et sincère. Et il faut rappeler quand même que il y a des gens pour lesquels la politique est un élément de survie, est un élément vital, puisque la politique devrait et changer la vie des gens. Au départ, c'est ça. On adhère à des idées, on a des convictions dans l'espoir de changer la société. Donc il faut pas renoncer aussi à tout ce qui est beau dans la politique. Est-ce que si un candidat à l'élection de 2027 t'appelait en te disant, voilà, j'aimerais que vous suiviez ben, tout mon parcours jusqu'à l'élection, est-ce que tu irais? Est-ce que ça t'intéresserait de faire ça, de suivre un candidat à l'accession du Oui, pouvoir? mais pas n'importe quel candidat. Il faut que ce soit un candidat avec lequel je partage Oui, bien beaucoup évidemment. d'idées. Maintenant, Mais ça, j'aurais pu avoir la curiosité d'aller ailleurs, mais non, si je le faisais, il faudrait que ce soit vraiment un candidat pour lequel j'ai un minimum d'intérêt et d'admiration. mais ça, c'est quelque chose qui te plairait, c'est Ouais. d'avoir Oui, oui, l'adrénaline de suivre un oui, homme qui peut ça me accéder au... plairait. Ça me Parce que plairait. La seule limite, c'est que, encore une fois, moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est d'écrire une œuvre qui raconte, alors, je dirais pas la vérité, mais comme Nietzsche disait qu'il n'y a pas une vérité, il y a des perspectives sur la vérité, mais en tout cas, d'avoir des perspectives sur la vérité qui soient euh, cohérentes. Ça ne m'intéresserait pas d'être limitée dans cette exploration-là. Donc, si j'ai pas accès à certains jeux, à certaines, je me sentirais frustrée. Donc, je pense que dans ce cas-là, ça n'aurait pas d'intérêt. Alors, il y a des questions qui sont arrivées pendant qu'on discutait. Et la première, c'est Coralie qui la pose et qui dit, selon vous, le pouvoir corrompt-il toujours ou révèle-t-il simplement la vérité intérieure des individus? Oui, c'est vrai que je ne crois pas qu'il corrompt. Non, il corrompt pas toujours. Ça révèle la nature intérieure. Il y a des gens qui, sans être incorruptibles, ils ont une intégrité, quoi. Je pense à un homme comme Pierre Bérégovoy, comme Lionel Jospin, enfin des gens qui avaient Mendès France, des gens qui avaient une sorte de rectitude morale. Euh, je ne crois pas qu'ils aient été corrompus par le pouvoir. Tout le monde n'est pas corruptible. Après, c'est évident que bon, euh, il y a toute une conjonction d'éléments parfois aussi qui rentrent en ligne de compte. Encore une fois, il y a la façon dont vous avez gagné l'élection, il y a la façon dont aussi vous avez mené votre mandat. Est-ce que vous avez accédé à la magistrature suprême ou est-ce que vous êtes resté au seuil? Donc, il y a différentes façons d'exercer un pouvoir. Si vous n'avez été que entre guillemets que ministre ou que vous avez été président, c'est là aussi très différent. Il y a un message qui est arrivé, je vais te le lire. Et alors, je sais pas, il n'y a pas de nom, c'est un pseudo. Donc, je suis en pleine lecture du livre de Karine, que je trouve passionnant. Merci d'avoir abordé ces sujets avec justesse et délicatesse. Shabbat shalom. Voilà, ça c'est le message. Il y a une question d'Alexandre. Avez-vous voulu dénoncer, comprendre ou simplement exposer les rapports amoureux déséquilibrés?
Alors, pas du tout dénoncer, parce que je suis pas du tout dans le jugement quand j'écris, quand j'observe la société. Moi, je suis plutôt dans le dévoilement. J'aime montrer les choses, entraîner mon lecteur dans des zones qu'il ne connaît pas forcément. Mais après, je déteste donner une grille de lecture. Moi, je pars du principe que mon lecteur est intelligent et il va lire le livre avec sa propre grille de lecture. Et d'ailleurs, toutes les œuvres, surtout depuis quelques livres, et c'était particulièrement vrai pour Kadish pour un amour, j'aime l'idée qu'il y ait différents degrés de lecture. Il y a une lecture littérale, et puis comme dans l'étude d'un texte juif, parce que c'est comme ça, il y a différents types de lecture, il y a différents niveaux de lecture. Vous pouvez, en fonction de votre histoire et votre positionnement en tant que lecteur, avoir différentes interprétations. Et j'aime bien qu'il y ait cette liberté-là. Donc, ça reste un instrument voilà, de dévoilement, euh, mais pas d'explication, pas de compréhension et pas de dénonciation. Il n'y a pas de message dans le livre. Claude voudrait savoir, avez-vous voulu envoyer un message de soutien dans votre ouvrage? De soutien Ouais. Alors, est-ce que à, Claude peut me développer un peu plus le sens du mot soutien? aux femmes, peut-être? Je Non. sais pas, j'ai pas. Bon, après, alors, le temps Euh, que Claude me précise, il y a une question de d'accord. Sandy qui voudrait savoir les chapitres dont Marianne est la protagoniste sont écrits à la première personne, ce qui n'est pas le cas, si je ne fais pas d'erreur, pour les autres personnages. Karine peut-elle expliquer pourquoi? Alors, c'est une très bonne question. C'est un livre qui aborde, bon, c'est une comédie sociale, c'est sur un livre sur la représentation sociale, donc je savais que je voulais l'écrire à la forme indirecte pour qu'on n'ait jamais accès à l'intériorité profonde des êtres et qu'on ait une multiplicité des points de vue. Donc, tantôt on est avec Lehman, tantôt on est avec Hilda, tantôt on est avec le réalisateur, avec Marianne dans le cadre familial. Et quand j'ai commencé à travailler sur le point de vue de Marianne, je n'arrivais pas à utiliser la forme indirecte. C'était le jeu tout de suite qui s'est imposé. Et donc, c'était compliqué parce que je ne savais pas trop comment gérer cette différence. Et puis, au bout d'un certain temps, l'évidence m'est apparue. Marianne, c'est celle qui travaille avec son intériorité. L'écrivain, c'est quelqu'un qui travaille dans une solitude absolue et qui doit chaque jour faire effraction dans son intériorité la plus profonde pour en extraire quelque chose qu'il va transformer en écriture et qui trouvera ou pas un écho plus tard quand le livre sera lu. Mais c'est d'abord à soi qu'on pense en tant que lecteur. Et donc, très naturellement, j'ai accepté l'idée que Marianne apparaîtrait sous le jeu, parce que c'est peut-être la seule qui dévoile son intériorité. Alors, j'ai une précision sur le soutien, c'est le soutien envers les hommes politiques bienveillants. Ah, euh, non, moi je manifeste pas un soutien particulier. Je dirais qu'il m'intéresse comme m'intéressaient les juges d'instruction antiterroristes, comme m'intéresser. Enfin voilà, moi à l'origine d'un livre, c'est vraiment la curiosité. C'est la curiosité pour des êtres, curiosité intellectuelle, curiosité humaine. Après, il n'y a pas de démarche particulière de défense, de soutien. Si les gens y lisent cela, pourquoi pas, mais de mon côté, c'était pas le cas. Alors, Joséphine, elle demande, avez-vous pensé vos personnages comme des archétypes ou comme des figures très incarnées et singulières? Oui, c'est vrai que j'aime bien partir parfois d'archétypes pour briser certaines représentations. Donc oui, c'est vrai. Lehman incarne un certain type d'homme de pouvoir à la soixantaine qui s'est embourgeoisé. C'était un homme très engagé dans les combats à gauche qui s'est embourgeoisé. Hilda, elle est l'archétype de l'actrice de cet âge qui veut à la fois trouver un grand rôle, qui subit cette disqualification due à l'âge. Oui, c'est vrai que j'aime bien partir des archétypes pour mieux explorer les contradictions des êtres. Oui. Marthe se demande, est-ce qu'il est possible non, c'est quoi? Est-ce que vous pensez qu'il peut exister un amour sans jeu de pouvoir? Oui, évidemment, heureusement. Je pense que le livre parle beaucoup de l'attachement. Il parle du lien
amoureux, mais du point de vue du versant de la longévité et de l'attachement. Quand on est avec quelqu'un depuis de très longues années, il y a un moment où les jeux de pouvoir s'atténuent et disparaissent. Vous ne pouvez pas être dans un jeu de pouvoir continu, en particulier avec une personne avec laquelle vous vivez depuis 20 ans, par exemple. Il y a un moment où vous comprenez l'autre à demi-mot et vous n'avez plus besoin de passer par des rapports de force. Alors Vanessa, elle voudrait savoir quelles autrices ou auteurs vous ont marqué dans votre rapport au pouvoir ou à la chute. Ah, c'est une bonne question. Il y en a tellement parce qu'en réalité, bah, si on lit La Métamorphose de Kafka, c'est une histoire de transformation et de chute et de perte de pouvoir. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. La Tâche de Philippe Roth, qui est un livre que je cite très fréquemment parce que pour moi, c'est un peu un roman total. C'est aussi une perte de pouvoir et une chute. Chez Gary, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. C'est aussi une histoire de déclin et de perte de pouvoir. Euh, c'est intéressant cette question parce qu'en réalité, quand on réfléchit, la plupart des romans sont aussi des histoires de pouvoir et parfois de chute. Est-ce qu'on Non, je peut pense dire... à des recueils de Ah poèmes, ouais. pareil, et Barthes, Capitale de la douleur, c'est aussi le cas. Enfin, fragment d'un discours amoureux de Barthes aussi. Mm. Il y a plusieurs personnes qui demandent est-ce que c'est une tragédie sociale ou une tragédie politique, votre roman? C'est une tragédie sociale. Je ne crois pas que ce soit un livre. En réalité, c'est un personnage d'homme politique, mais c'est pas un livre où la question politique est vraiment centrale. Il a quitté le pouvoir, donc même s'il y a quelques discussions avec des conseillers, on n'est pas vraiment dans les enjeux politiques de quelqu'un qui serait encore en exercice. En revanche, moi, je considère que toute littérature est politique dans le sens où elle porte en elle un potentiel de dévoilement et de transformation. Si le texte est bon, on peut espérer qu'il va engendrer un questionnement. Alors moi, ça va être ma dernière question, Karine. Un peu une question du bac, on va dire. Quel avenir pour la littérature? Ah là là, question difficile. Alors, en réalité, c'est à vous, lecteurs et les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, de décider de l'avenir de la littérature. C'est-à-dire que il y aura toujours des écrivains qui écriront des livres dans leur coin et qui seront plus ou moins connus ou lus. Mais si vous faites vivre la littérature, si vous continuez à acheter des livres, à parler des livres, à les conseiller, à aller en librairie pour encourager les libraires, euh, la littérature restera vivante. Donc je dirais que c'est un élan collectif qui va permettre de faire vivre la littérature. Donc je serais optimiste et positif si cet élan euh, perdurait. Il est évident qu'on ne peut pas rester dans un optimisme béat si les gens renoncent à acheter des livres, et je parle aussi d'acheter des livres de littérature. Euh, et ça, c'est important parce que il faut aussi permettre aux auteurs de littérature de vivre de leur plume. Si vous voulez pouvoir consacrer 2, 3 ans à écrire un livre, vous devez quand même avoir aussi quelques moyens de subsistance. Et donc, c'est important de le rappeler. Et ça me permet de rebondir sur une tribune qui a été écrite aujourd'hui dans Le Monde par mon précédent éditeur, qui est Olivier Nora, qui est PDG des éditions Grasset, qui a écrit une tribune ce matin pour évoquer justement les livres d'occasion. Parce qu'il y a un essor des livres d'occasion. Et il dit dans cette tribune que les auteurs n'ont aucun droit d'auteur sur les livres d'occasion. Donc, si plus les livres d'occasion continueront à se vendre, c'est très bien pour l'économie du livre, mais pour l'économie des auteurs, il disait que c'était catastrophique. Donc voilà, il faut avoir en tête toutes ces nuances parce que il faut voilà, soutenir la librairie, soutenir les auteurs et pour que la littérature reste cet espace central de nos vies. Alors, si vous voulez soutenir la littérature et soutenir Karine Thuil, allez en librairie, vous procurez La guerre par d'autres moyens. C'est sorti en mars, c'est sur toutes les tables de librairie. Ça va durer encore un petit moment. Si vous n'avez pas eu la chance de lire les précédents, ils sont disponibles au livre de poche et chez Folio. Les deux derniers, La décision et Les choses humaines, c'est chez Folio. Donc, vous avez de la chance, vous allez pouvoir lire un auteur qui est en train d'installer une œuvre assez intéressante
à l'heure actuelle. Karine Tulle, moi je peux le dire, est un grand auteur. Un grand merci, Karine, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir discuté avec Une moi. joie, un grand bonheur de pouvoir échanger sur la littérature. Je te laisse le mot de la fin. Allez, le mot de la C'était un fin. grand plaisir. Voilà, c'est vrai que c'est une période où on parle des livres, de nos livres, mais aussi des livres des autres. C'est un échange et tout ça participe au grand débat de société, crée du lien, crée de la démocratie. Donc, je suis ravie d'avoir eu cette opportunité-là. Merci beaucoup, Nathalie. Et merci à Parfait. Donc, tous. il y a quelqu'un qui dit rendez-vous à Sifour, Karine Tuile. Donc, je pense que tu vas Oui, je aller serai là. Je fin serai là. avril. Voilà, aller à la rencontre de Karine en À entreprise. bientôt. C'est bien d'aller lui dire ce que vous avez pensé de ces livres. Je t'embrasse et puis à bientôt et à bientôt à À tout le monde. bientôt. Merci. Au Bientôt à revoir. tous.